Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un roman policier français assez fascinant, je trouve, du tout début du XXe siècle. Oui, Il est paru en feuilleton dans Le Matin en 1913 et il s'appelle Gilles égale X. c'est ça. Alors, pour en parler, on a des extraits du roman. L'idée, c'est de comprendre un peu ce qui fait le sel de ce roman, son style, son ambiance, son rythme, et puis sa place dans l'histoire du polar. Mais attention, sans rien dévoiler de l'intrigue. Absolument. Et c'est une pièce vraiment intéressante. Déjà, rien que les auteurs, c'est toute une histoire. Ah oui, Bah oui, derrière, il y avait Louis Lazarus et François Ponston. Des journalistes, des romanciers. Ponston était même médecin. d'accord. Donc un duo caché derrière deux noms, puis encore un autre nom. Exactement. Parce que quand le roman est sorti en livre, il a changé de titre. Higgins Echo Détective. Et là, signé Jean Fournier. Encore un pseudo pour les mêmes auteurs. Incroyable. Le mystère commence vraiment avant même de lire la première ligne, quoi. C'est un peu ça, oui. Et la date, 1913. C'est pas anodin. Hmm. On est 7 ans avant le premier Agatha Christie, hein. Et pourtant, comme on va le voir, il y a déjà des trucs, des mécanismes narratifs qu'on associe souvent à elle. Ah, d'accord. D'ailleurs, petite anecdote amusante que la critique rapporte, le détective Higgins, il devait s'appeler Higgins. Le classique Higgins. Voilà, sauf qu'un vrai M. Higgins à Paris a protesté. Du coup, ils ont dû changer pour Higgins, sans le H. Pas de chance pour eux, mais amusant. Bon, alors entrons dans le roman lui-même. La critique dit « excellent roman policier d'aventure et de suspens ». Ça donne le ton. Oui, tout à fait. Et les extraits, ça démarre fort, hein. Plus de 2 ans se sont écoulés depuis que le sénateur Poivrier fut trouvé égorgé dans sa villa du Raincy. Paf! Direct. Voilà, l'ambiance est posée. Mystère, drame. Et la critique souligne un point important, la structure est vachement moderne pour 1913. Moderne, c'est-à-dire... Elle intègre déjà des éléments qu'on mettrait aujourd'hui dans la catégorie thriller, quoi. Une intrigue échevelée, comme ils disent. mhm. C'est pas juste un meurtre, c'est une série de crimes bizarres, des meurtres impossibles même, des enquêtes qui partent dans tous les sens, tortueuses. Ah oui, quand même. Et la liste des mystères s'allonge. Le sénateur, bien sûr, mais aussi Madame de Beaumont, cet inconnu anglo-saxon, le capitaine de Limondou, puis la fillette retrouvée, Elmire Bourdon, Marcasse Landelon. C'est complexe, hein, ça s'accumule. Cette accumulation et les meurtres impossibles, des choses qu'on verra beaucoup plus tard en effet, et la critique parle même d'un final façon whodunit. Exactement. Tout à la fin, le détective rassemble tout le monde, expose tous les faits, et paf, révèle le coupable. La structure classique du qui a fait le coup, quoi. En 1913. En 1913, on pense souvent que ça arrivait plus tard, mais non, c'est déjà là. C'est un point clé, je trouve. Ce roman utilisait cette structure bien avant qu'elle ne devienne un standard. Et comment c'est raconté? La critique dit que c'est à la première personne un certain Valorbe. Oui, c'est ça. Les extraits le montrent bien. Il se fait embarquer par son ami Paul Dalton dans l'agence de détectives Higgins et compagnie. Mhm. Plongée, ça doit être super immersif, non? Cette vue subjective. Peut-être plus que d'autres romans de l'époque. Ah bah oui, c'est tout l'intérêt. C'était une technique assez prisée d'ailleurs. Ça permet de vivre l'enquête vraiment de l'intérieur. D'accord. On partage les doutes, les découvertes, la trouille parfois du narrateur. On est à côté de Valorbe, on découvre les choses en même temps que lui. Ça renforce le suspense et aussi le côté aventure. Oui, on sent bien l'aventure. Et le rythme a l'air intense. Les extraits donnent cette impression. Pas de pause. Très peu. C'est haletant. Ça vient sûrement de la publication en feuilleton, dans le matin. Il fallait tenir le lecteur scotché d'un jour à l'autre. Logique. Et les extraits le montrent. On passe de la scène de crime à l'autopsie, à la morgue, assez glaçante d'ailleurs. Puis des visites nocturnes un peu risquées. Oui, la villa du Raincy chez le capitaine. C'est ça. Puis les interrogatoires avec le juge Giroux ou Higgins lui-même. Ça n'arrête pas. On sent l'urgence, les rebondissements. Et beaucoup de dialogues très vifs qui font avancer l'action. C'est clairement un roman d'aventure et de suspense. L'étiquette est juste. Parlons du détective alors, Higgins. La description est waouh. Ah oui. Un Américain, un géant impassible, un cerveau merveilleux. Les extraits le décrivent comme un colosse, épaules larges, taille fine, des mains énormes, colossales, des mains d'assassin. Et ce visage froid, rasé à blanc,
Ça pose un personnage. Carrément, un personnage très marquant. Il dirige donc l'agence Higgins Co, avec Paul Dalton comme associé, le Co. Et ils font leur tube en plus. Valorbe voit leurs affiches rouges partout. Higgins Co éclairciront le mystère. Higgins Co savent tout. Quelle assurance. C'est presque de la provoque, non? Complètement. Et c'est ça qui est intéressant avec Higgins. Il est un peu entre deux mondes. D'un côté, le détective de génie classique, un peu énigmatique. Oui, d'où il vient, on sait pas trop. Exact. Valorbe pose la question, Dalton dit qu'il n'en sait rien, peut-être américain, anglais, mystère. Et de l'autre côté, il est patron d'une agence très moderne qui communique de façon audacieuse avec ses affiches. Ça le rend très intriguant. Et ses méthodes? On le voit à l'heure dans les extraits, surtout à la fin, quand il explique tout. Très cérébral, on dirait. Tout à fait. C'est la logique pure, l'observation minutieuse des faits matériels. Les extraits sont clairs là-dessus. Par exemple? Il va distinguer les différentes balles utilisées pour chaque crime. Une Smith & Wesson pour le sénateur, une balle allemande de 12 mm pour Madame de Beaumont, une Browning pour l'inconnu. Il interprète des détails infimes, comme une aiguille de pin sur le genou d'un cheval. Ou alors il déduit l'ordre des blessures du sénateur juste en regardant le cadavre. Ah oui, le coup de la blessure par balle à l'œil qui n'a presque pas saigné. C'est ça. Donc elle est arrivée après l'égorgement. Cette capacité à assembler le puzzle à partir de petits indices et à l'exposer de façon logique, c'est typique des grands détectives de fiction. C'est intéressant. Bon, la critique mentionne un style moderne, mais aussi quelque peu poussiéreux. Comment on explique ça? Les extraits montrent une écriture assez directe, beaucoup de dialogue. Et des moments de tension forte. La découverte du corps de la fillette dans un sac, breur. Les visites nocturnes, l'affrontement au donjon chez ce savant d'Ambleuse. L'ambiance a l'air assez sombre. Alors, moderne ou poussiéreux? La modernité, ce serait l'action. Et le côté poussiéreux, les dialogues d'époque, les descriptions. C'est probablement ça, oui. Le côté poussiéreux, ça doit être certaines conventions sociales, des tournures de phrases, des attitudes, typiques de la belle époque, quoi. Ça peut sembler un peu daté aujourd'hui. Mais le moteur du roman, lui, est super moderne. Le rythme effréné, l'intrigue complexe avec tous ces mystères qui s'emboîtent, et puis l'utilisation de détails presque scientifiques. Ah oui! Les discussions sur les calibres des balles, c'est de la balistique, même si c'était encore les débuts. Et puis, il y a ce truc incroyable. Quoi donc? Dans les extraits, on voit qu'Higgins et Dalton mettent des gants en caoutchouc quand ils fouillent des lieux, pour pas laisser d'empreintes digitales. Des gants en caoutchouc? En 1913? Pour les empreintes? Mais on se croirait dans une série policière d'aujourd'hui. Exactement. C'est le genre de détail qui te saute aux yeux par sa modernité. Ça montre qu'ils avaient déjà conscience de ces techniques d'enquête qui commençaient à peine à apparaître. Et il faut ajouter à ça le rôle de la presse. Ah oui, les extraits parlent du journal La Tempête, des manchettes, des vendeurs de journaux. La presse est importante. Crucial. Le roman montre bien l'influence des médias, de l'opinion publique. Les journaux enquêtent de leur côté, ils orientent la façon dont les gens voient l'affaire, et l'agence Higgins elle-même joue avec ça, avec sa pub. Cette interaction entre l'enquête, les médias, le public, ça donne une dimension très contemporaine à l'histoire, je trouve. Mhm. Et la façon dont le suspense est géré, avec les fausses pistes comme Madame de Beaumont au début, et les enjeux qui montent, c'est très efficace. Ça crée une tension narrative qui fonctionne encore très bien. Et l'époque elle-même, la belle époque, juste un décor ou ça participe à l'ambiance? Ah non, c'est bien plus qu'un décor. Ça infuse tout le roman. On sent vraiment le Paris de 1913. Il y a les fiacres, mais aussi les premières voitures que les détectives utilisent pour aller vite. D'accord. L'omniprésence des journaux, la fascination pour les nouveaux héros, comme les aviateurs. Il y a un personnage, Jacques d'Ambleuse, qui est un héros de l'air. Tout ça, ça ancre vraiment l'histoire dans son temps. Ça donne ce charme un peu vintage, mais en traitant de thèmes qui restent universels. Le crime, la justice, la vérité. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, c'est bien plus qu'un vieux polar oublié. C'est un roman d'aventure, de mystère, de 1913, qui est étonnamment complexe, avec un rythme fou, C'est ça. et qui utilisait déjà des techniques narratives, le whodunit, certains détails d'enquête qu'on imagine souvent plus récentes, Tout à fait. le tout avec un détective charismatique et cette ambiance belle époque très présente. Un vrai précurseur méconnu en fait. Absolument. C'est un super exemple de la vitalité, de la modernité qu'avait déjà le roman populaire français à cette époque. Le genre policier était en pleine ébullition. Ce roman mélange super bien une intrigue à tiroir, pleine de rebondissements, typique du feuilleton, des personnages forts et une ambiance immersive.
Ça montre bien que l'innovation, elle n'était pas que du côté des anglo-saxons qui allaient, c'est vrai, dominer le genre après. En gros, oui, un thriller français de 1913, moderne dans sa structure, dans ses techniques, et qui mériterait vraiment d'être relu. Une découverte passionnante, vraiment, dans ce coin un peu oublié de la littérature populaire. D'ailleurs, la critique du blog pose une question très juste à la fin. Comment ça se fait que des romans aussi prenants, aussi bien faits pour leur époque, finissent par tomber dans l'oubli? Ah ça, c'est la grande question de la postérité littéraire, hein. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre passe les années, devient un classique, et qu'une autre, peut-être tout aussi bonne ou novatrice à son époque, disparaît? Hmm. C'est l'histoire éditoriale, la promo des auteurs, juste un changement de goût du public? C'est souvent un mystère. Ça laisse à réfléchir. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent aux racines du thriller ou qui cherchent juste un bon mystère vintage avec du souffle, de l'atmosphère, ça a l'air d'être une pépite à retrouver. Carrément. Et ça nous amène peut-être à une dernière question. Combien d'autres trésors comme ça, de cette période si riche, dorment encore quelque part, prêts à nous faire revoir un peu nos idées sur l'histoire des genres littéraires?